D'accord, belle âme. Je voulais vraiment entrer dans les détails de toutes les conversations que j'ai eues avec ma famille. Ce sera donc un peu un mélange de pensées de ce que j'ai pu recueillir, ainsi que certains dialogues et échanges entre moi et ma sœur avec mes parents, ce qui correspond à l'épisode 2 où vous avez entendu les conversations que j'ai eues avec ma sœur, qui étaient juste entre nous deux, une simple réflexion sur tout les différentes manières dont nous avons réussi à interrompre certains cycles que nous avions et les façons nous l'avons fait ensemble. Puis la conversation que nous avons eue avec mon neveu Eden. Je vais donc commencer par quelques réflexions sur la conversation avec mes parents. J'apprécie que mes parents soient vraiment prêts maintenant à avoir des conversations sur la rupture des cycles, mais je veux introduire ce que je m'apprête à dire et tout ce que je vais dire à propos de la conversation que nous avons eue, en tenant compte du fait que cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Je sais que très souvent, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un changement vraiment rapide dans nos familles, et surtout chez les générations plus âgées. Et en partie, cela nous conduit à des interactions très virulentes qui mènent presque toujours à des reproches et des conversations qui ne sont pas productives. Et je vous dis cela, pas seulement du point de vue d'avoir eu ces conversations non productives avec mes membres de la famille, notamment avec mes parents, mais aussi en constatant que certains de mes clients ont des conversations infructueuses avec leurs proches qui les ont menés vers des situations plus difficiles avec ces membres de la famille et divisés par ou ont réellement détérioré la relation. Et si vous avez des relations que vous souhaitez préserver, si vous ne souhaitez pas rompre tout contact, si votre désir est de construire la version de relation saine que vous pouvez avoir avec vos membres de la famille, alors je vous encouragerais vraiment à aller vers des conversations plus douces. Et il existe des moyens pour y parvenir. En partie, dans le livre, j'explique en fait différentes manières dont nous pouvons nous organiser émotionnellement dans notre système nerveux afin de pouvoir avoir ces conversations, et cela prend du temps pour y parvenir. Donc le premier échange que vous allez avoir avec les personnes avec qui vous souhaitez converser, cela sera probablement même un peu accablant, je dirais, car vous allez ressentir beaucoup de ces émotions qui cherchent à s'exprimer. C'est donc toujours une très bonne règle de base de travailler sur la manière de calmer votre système nerveux afin de pouvoir avoir la conversation la plus productive que vous puissiez avoir. Et je vous dirais d'expérience personnelle que dans les moments où je criais vraiment et avait ces conversations plus virulentes, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai ressenti une immense, et je vous assure, immense quantité presque intolérable de culpabilité et de honte. Et j'ai aussi vu cela se produire chez d'innombrables clients avec qui j'ai travaillé. Chaque fois que nous alimentons ce cercle de honte, cela rend les conversations plus difficiles par la suite. Je ne veux donc pas cela pour vous. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons des conversations qui puissent mener à un dialogue productif, qui puissent en réalité s'empiler les unes sur les autres et créer ce que j'appelle une spirale ascendante de conversations favorisant la santé, des conversations saines. Maintenant, dans le dialogue avec mes parents, comme vous pouvez le voir, mon père est devenu vraiment tendre, reconnaissant vraiment certains traumatismes et les façons dont il a continuellement intériorisé ces traumatismes que nous avons vécus en tant qu'unité familiale. Et en partie, je suis vraiment fière de mon père et de ma mère d'avoir accepté de puiser dans cela, la partie tendre d'eux-mêmes, et de parler de ces blessures anciennes. Et quand je dis anciennes, on parle de 1995 ou quelque chose comme ça. En fait, 1991, vraiment, quand nous avons migré ici pour la première fois. Donc, cela fait plus de 30 ans qu'une blessure est là et qui s'envenime depuis très longtemps sans être évoquée, parce que c'était simplement que maintenant, nous nous avons les uns les autres. Alors pourquoi y toucher, n'est-ce pas? Cela ne sert à rien de revenir à la douleur. Mais comme vous pouvez le voir, elle reste. Et il faut du temps pour vraiment atteindre un état où l'on peut parler de la blessure et ne pas être vraiment submergé par elle. Et même si mes parents ont tendance à avoir des perspectives assez équilibrées sur beaucoup de choses maintenant, ces blessures peuvent encore faire mal. Et cela est quelque chose que nous connaissons bien en référence aux blessures de l'enfant intérieur.
Pour la plupart, ils ont tendance à nous accompagner jusque dans notre vie d'adulte. Et comme vous pouvez le constater, pour mon père, le souvenir de la pauvreté et de l'impossibilité d'acheter certains jouets et cadeaux, cela lui a laissé une empreinte très profonde. Et je répète toujours que la pauvreté est traumatisante. Cela engendre des blessures profondes que la majorité des gens ne reconnaissent pas, car ils pensent que c'est juste la normalité d'être une personne pauvre. Mais en réalité, il arrive un moment où l'adulte reconnaît le manque que l'enfant avait ou qu'il avait étant enfant, et cela en lui-même, cette compréhension de waouh, j'aurais pu avoir mieux si j'avais pas été dans la pauvreté. J'aurais pu avoir au moins quelque chose dans la vie de mes parents. Ils n'avaient presque rien. Ils viennent d'une pauvreté très profonde. Et donc, voir que ils peuvent réaliser waouh, comme il y avait tant de choses manquantes, tant de ressources manquantes dans notre enfance, et presque comme éprouver de la tendresse à ce sujet, c'est quelque chose qui, même si je sais que cela fait surgir beaucoup d'émotions difficiles en eux, j'aime leur permettre de ressentir ces émotions plutôt que de les retenir, préférant qu'ils les expriment plutôt que de les garder. Je suis donc très fière d'eux pour leur volonté de faire cela, d'être prêt à le faire publiquement. Et comme ma mère me l'a dit, même avant que j'écrive le livre, elle a dit « Si c'est un outil que tu vas utiliser pour aider les autres à guérir, c'est un honneur pour moi que nos histoires soient reflétées dans le livre et partagées, soient reflétées dans les conversations. Je sais qu'ils sont très fiers de partager leur histoire et je suis vraiment fière que nous ayons pu le faire. Maintenant, une partie de l'épisode du podcast qui n'a pas été incluse dans la version finale, c'était un moment vraiment drôle que nous avons eu où ma mère parlait d'une poupée qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir quand elle était petite fille. C'est tellement intéressant car ma mère a toujours possédé une immense collection de poupées. C'était ces poupées sans visage très dominicaines. Et si tu es dominicain, tu comprends de quoi je parle, exactement ce dont je parle, mais il y a aussi des poupées vêtues de robes presque de style victorien. Et ce sont, tu sais, tout simplement des poupées dominicaines très ornementales que beaucoup de personnes possèdent chez elles. Mais ma mère en collectionnait tellement et elle a commencé à collectionner des poupées venues des différents endroits où nous avons voyagé, une fois que nous avons commencé à voyager dans d'autres endroits du monde. Et cela m'a toujours un peu irritée parce que ça donnait l'impression qu'elle gardait juste des objets et du désordre. Et je n'ai jamais vraiment connu l'histoire derrière cela jusqu'à ce que nous enregistrions, ce qui, vous savez, n'a pas été inclus dans l'épisode. Je dirais aussi que nous l'avons enregistré sur notre téléphone pendant qu'elle le disait. Mais elle a essentiellement dit l'histoire de quand c'était la fête des rois mages ou l'oreillez en espagnol, et elle était vraiment désireuse d'une poupée pour l'oreillez, et tu sais, elle est allée chez sa grand-mère pour la récupérer. C'est rayé, sa grand-mère a dit qu'une des pattes du chameau s'était cassée et par conséquent ils n'ont jamais atteint sa maison pour lui apporter la poupée, pour les rayez, et ma mère était dévastée. Et elle n'a pas... Tu sais, c'était comme si cela avait laissé une marque dans son cœur qu'elle n'a jamais eu ses rayez. En réalité, tu sais, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient trop pauvres pour s'offrir des cadeaux pour les enfants. Donc, elle n'a pas reçu de cadeaux. Et quand elle a eu l'âge de pouvoir s'offrir ses propres poupées, elle s'achetait simplement des poupées. Et je n'ai jamais su que c'était une manière pour ma mère, en naissance, elle se reparentait et se donnait ce qu'elle n'avait pas eu enfant. Et donc moi, tu sais, je tiens vraiment à cela, car j'ai presque envie de lui acheter plein de poupées maintenant, tu sais. Simplement pour la voir dans son état de joie. Et parfois, tu sais, quand on peut simplement se détendre et écouter les histoires que nos parents et nos grands-parents gardent en eux, nous pouvons comprendre leur comportement quotidien beaucoup mieux. Je ne comprenais pas que toutes ces poupées agaçantes que ma mère avait toujours partout faisaient partie de la manière dont elle se reparentait elle-même. Si j'avais tendu une oreille attentive, peut être plus tôt dans ma vie, cela aurait été une occasion pour moi de dire waouh, c'est quelque chose qui apporte la guérison à ma mère. Voilà, deux de plus comme ça. Et j'ai fait cela avec d'autres choses, mais c'est juste un exemple de la manière dont ce processus continue vraiment. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir l'opportunité d'avoir cette réflexion maintenant, n'est-ce pas? Mais c'est juste quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui est aussi un moment d'apprentissage pour moi dans cet épisode que j'espère partager avec vous tous, juste pour que nous puissions tous voir, vous savez,
les manières dont ce voyage briseur de cycles comporte tellement d'étapes différentes. Et nous pouvons continuer à apprendre et à approfondir la compréhension. Maintenant, dans l'épisode, j'ai aussi parlé des façons dont mon père était présent, même s'il n'était pas physiquement là pendant toutes ces années. Il était présent pour nous en esprit, n'est-ce pas? Comme il nous envoyait des lettres, et dans ces lettres, il nous envoyait de véritables photos de lui pour que nous puissions voir son évolution au fil des années. Et pour vous donner contexte, mon père était ici. Nous avons donc émigré aux États-Unis en 91. Mon père est venu en 93 pour 2 ans. Puis il est retourné en République dominicaine pour attendre son titre de séjour pendant encore 10 ans. Donc essentiellement de l'âge de 5 ans jusqu'à 20 et 1 an, à l'exception de ces 2 années, je n'avais pas mon père avec moi, sauf quand nous allions lui rendre visite en République dominicaine. Et c'était une fois par an ce que nous pouvions nous permettre. Et entre-temps, il nous envoyait des lettres. Et à l'époque, on avait aussi des cartes téléphoniques pour lesquelles on payait 5 dollars. Et vous aviez environ 2 minutes pour parler. 5 dollars représentait beaucoup pour nous à l'époque. Parlions pas beaucoup avec lui, mais nous recevions ces lettres qui étaient vraiment magnifiques. Et j'aime partager un extrait des lettres que j'ai pas vraiment eu l'occasion de lire pendant l'épisode. Mais je pense que ces lettres reflètent vraiment ce qu'il a pu nous offrir à cette époque. Ce qui était vraiment magnifique. J'ai l'impression que nous conservons toujours l'esprit de ces lettres dans notre famille. Il dit, en référence à toi et aux filles, que j'aimerais que vous tous mainteniez une unité entre vous et que vous soyez toujours remplis d'amour, car c'est cela qui nous garderont toujours unis et heureux. Ce sont ces perles de sagesse, de force et d'amour qui... Il est décédé en nous laissant ces lettres. Je n'ai pu garder qu'une seule de ces lettres parmi toutes nos affaires. Mais cette lettre signifie énormément pour moi car elle est un reflet de cette époque. J'avais besoin de lire les mots de mon père écrits de sa propre main et de voir la date qui était le 9 octobre 1997 quand il nous a écrit cela et de voir combien il voulait rester présent dans nos vies et combien il voulait que nous ressentions son amour. Car cela a vraiment eu un effet comme une colle essentielle qui nous a gardés unis. Et même lorsqu'il est finalement venu aux États-Unis, cet amour était toujours bien présent. Voici donc quelques-unes des pépites que j'ai essentiellement tirées de cet épisode. Mais au-delà de cet épisode, nous avons enchaîné avec la conversation que j'ai eue avec ma sœur Lady. Et avec elle, vous savez, Lady m'apporte toujours tant de sagesse. J'ai l'impression que elle est comme une vieille âme, une personne très riche dans sa façon de penser à comment nous brisons les cycles. Mais en réalité, je pense qu'une partie de cela vient de l'énorme responsabilité qu'elle a eue en tant que première fille d'immigrés et celle qui porte vraiment sa lignée familiale. Une chose qu'elle ne fait pas, elle est très humble, donc elle ne mentionnait, c'est qu'elle a beaucoup fait de sacrifices personnels. Et une partie de ces sacrifices ressemblait à son fait d'aller dans un collège local pour que je puisse partir étudier ailleurs et que je puisse réellement vivre pleinement l'expérience universitaire. Une partie de cela, c'était aussi qu'elle travaillait très tôt dans la vie pour qu'elle puisse aider ma mère, qui, en essence, agissait comme mère célibataire à ce moment-là, à temps pour qu'elle puisse l'aider à payer les factures. Une partie consistait aussi à ce qu'elle obtienne notre première voiture familiale et à ce que nous puissions réellement conduire pour la première fois, alors que nous prenions le bus pendant au moins 15 des années où nous vivions dans le nord du New Jersey. Et je me souviens un incident où ma mère a ressenti tellement de désespoir à l'idée de prendre un bus. Quand le bus est enfin arrivé et qu'il y avait comme une tempête de neige, elle était là dehors, dans le froid avec de la neige jusqu'aux genoux, et le bus est en fait passé devant elle, donc elle a dû attendre en fait une autre heure pour le bus suivant et elle gelait. Et à ce moment-là, ma mère ne savait pas vraiment comment bien se couvrir et quel manteau porter parce que nous étions si nouveaux dans ce pays et tu sais, elle se sentait tellement désorientée, elle a eu comme une expérience presque hors de son corps où elle se disait: mon Dieu, il fait un froid glacial, que fais-je ici?
Et cela est vraiment resté marqué dans sa mémoire. Et je pense qu'une partie de ma sœur aussi, obtenir un véhicule était vraiment pour nous aider et ne plus ressentir ces fardeaux, les fardeaux de comme devoir attendre un bus et ne pas pouvoir avoir un transport qui puisse, tu sais, qui pourrait cela aurait été plus rapide et aurait pu nous protéger du froid. Il y a donc eu tellement de moments de sacrifice de soi pour s'assurer que nous ayons une vie meilleure, que ma sœur a initié et allumé et a continué. Et c'est en partie pourquoi je dédie Break the Cycle à elle. C'est aussi en partie pourquoi je consacre beaucoup de ma vie, de mon énergie et de mon travail à ma sœur. Parce que très souvent, les filles aînées d'immigrés ne ressentent pas cet amour et cette reconnaissance. Et je pense que pour tous ceux qui sont là, bas, qui sont les fille aînée ou aînée de la fratrie, je veux simplement que tu te sentes vue, aimée, et que tu sentes que tu as accompli quelque chose que ta famille chérit et pour lequel elle t'apprécie. Et je voudrais aussi te présenter des excuses au nom de la société pour t'avoir imposé ce fardeau supplémentaire et potentiellement contribuer à la perte de ton enfance, car cela compte pour... Il est important que tu sois reconnu également par des excuses. Je voulais donc offrir à ma sœur cette opportunité de manière très concrète et tu ne pouvais probablement pas vraiment l'entendre dans sa voix ni la voir dans ses yeux, mais elle avait les yeux qui se mouillaient à ce moment-là et je pense qu'une partie d'elle devenait émue. C'est que elle ressentait cette reconnaissance et je veux qu'elle ressente cette joie, mais c'est presque comme des larmes de joie et c'est ce que je souhaite qu'elle ressente dans notre génération. Je ne veux pas être une vieille dame lui disant, tu sais, quand nous aurons 4-20 ans, que ce qu'elle a fait à l'époque était merveilleux et apprécié. Je veux qu'elle ressente cette appréciation dès maintenant. Donc, vous avez probablement retiré beaucoup plus de cet épisode, mais je pense que c'était ce qui était le plus important, central dans mon cœur. Et enfin, l'épisode qui m'a le plus stressé de tous les épisodes, que j'ai jamais abordé dans ce podcast, était celui avec mon neveu, surtout parce que je voulais juste qu'il se sente à l'aise, ce qu'il a fait évidemment, mais aussi, vous savez, je voulais être ludique avec lui. Ce que j'ai été littéralement depuis le premier jour de sa vie. J'ai toujours été cette source de joie, je crois, parmi nous tous, mais j'ai toujours été vraiment enfantine et joueuse avec lui, en partie parce que je ai appris très tôt par ma sœur que la joie était quelque chose qu'elle voulait instaurer dans la vie de son enfant. Et donc j'ai toujours été très intentionnelle à l'idée d'apporter cet élément, ce qui explique pourquoi nous sommes vraiment joueurs autour de certaines chansons et choses qu'il avait l'habitude de dire quand il était petit. Mais ce que je considère comme ce que je tiens le plus à cœur, ce sont les manières dont ma sœur parle de son fils et dont il parle de sa mère. Il y a une réciprocité dans leur amour. Je crois qu'ils partagent tous deux un lien fort et mon neveu éprouve une véritable reconnaissance envers sa mère et tous les membres de la famille, ce que je trouve cela incroyablement beau. Et quand je dis, tu sais, est-ce que je t'ai abîmé ou chamboulé, c'est très ludique et je sais qu'il comprend que je joue avec lui, mais j'apprécie vraiment ses paroles et ses sentiments parce que parfois les adultes dans la vie d'un enfant veulent savoir quel impact ils ont et s'ils n'ont pas l'impact qu'ils désirent. Il est important pour nous d'écouter cela aussi et de faire des ajustements et j'ai dû faire des ajustements à cause de ce que ma sœur m'a dit sur la façon dont je suis intervenue dans la vie de mon neveu et moi avons vraiment dû l'accepter avec humilité. Et j'ai aussi entendu mon neveu, comme je l'ai dit dans l'épisode, il m'a dit des mots qui m'ont fait prendre du recul et qui m'ont vraiment rendu humble sur la façon dont je l'aborde, croyant être supérieure à lui parce que je suis plus âgée, au lieu d'apprendre vraiment de lui comment il veut être traité et apprendre comment il évolue en tant qu'humain. Tout cela, je l'ai appris de ma sœur parce que je suis simplement la tante, quelqu'un qui a une certaine influence sur sa vie, et parce que c'est le cas, je dois être très intentionnelle, mais j'aime vraiment la façon dont sa personnalité se révèle et à quel point il est brillant, combien il est émotionnellement intelligent, et la légèreté qu'il dégage, me connaître, faire référence à soi-même, c'est un peu une private joke dans notre famille que nous ne comprendrions probablement pas, mais c'est quelque chose que, tu sais, nous évoquons toujours.
cet élément d'humour que ma sœur a mentionné dans le 2e épisode et que mon père nous a inculqué. Nous intégrons cela dans beaucoup de nos interactions familiales et je pense que cela se voit vraiment, cela s'est montré dans ce podcast. Mon espoir en faisant participer ma famille était double. C'était pour moi de vous aider à voir que nous avons tous quelque chose sur lequel nous travaillons et qu'il y a différentes générations qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Certains parents en ont fait plus que d'autres. Et comme ma sœur, nous avons dit que chacun fait sa part et que nous laissons la génération suivante faire la sienne et que nous devons vivre dans cette réalité dans laquelle nous ne pouvons pas tout faire en une seule génération. Donc quand nous parlons de briser des cycles, nous ne parlons pas de tout être parfait. Ensuite, nous parlons simplement de faire tout ce que nous pouvons pour offrir à la prochaine génération un avenir meilleur que celui que nous avons connu. Et c'est le mieux que nous puissions faire. Donc j'espère que cela vous donne vraiment un aperçu de la manière dont nous avons pu le faire. Et rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'une seule famille et d'une seule manière dont nous l'avons fait, d'intégrer ces pratiques, ces idées et la reconnaissance des traumatismes générationnels dans notre famille, mais c'est pas la seule façon. Vous trouverez vos propres moyens d'intégrer toutes les pratiques et idées à votre manière, et ce sera votre façon, et ce sera votre histoire. Et vous savez, bienvenue à cela. J'espère que cette vulnérabilité exprimée dans ce podcast, cette saison vous donne l'occasion de ressentir que vous pouvez être vulnérable, car ce travail, c'est un travail vulnérable, et c'est précisément dans cette vulnérabilité que nous nous engageons le plus un travail courageux que nous sommes susceptibles d'accomplir dans notre vie, qui consiste à briser les cycles de les traumatismes. Et j'espère que cela a été nourrissant pour vous et pour les personnes qui vous entourent de pouvoir écouter ceci. Si vous pensez que ce sont des conversations que vous aimeriez que d'autres entendent, transmettez-leur et partagez-le avec eux. Je pense que cela peut être très thérapeutique pour les familles de entendre d'autres familles avoir des conversations très franches et authentiques. Et j'espère que cela offre une véritable bouffée de guérison à tous ceux qui écoutent. Merci beaucoup d'être à l'écoute et je vous retrouverai dans le prochain épisode.